moi, je suis Vincent Recamier. Je suis lead data scientist dans la Data Factory de Sodexo. Je ne suis pas venu seul du tout, hein. En fait, on est trois. Hein, vous allez avoir Ahmed qui va vous rentrer vraiment dans le détail de vous montrer tout ce qu'on a construit, et Harry qui va vous montrer un cas particulier. Voilà, donc je vais vous présenter, vous connaissez tous probablement Sodexo pour la restauration collective. C'est le numéro 1 mondial, hein, de la restauration collective. C'est un très très grand groupe français, deuxième employeur mondial, donc c'est très 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 important. Vous avez donc 402 000 collaborateurs dans 53 pays. Je ne vais pas détailler tout ce qu'on fait. On fait de la restauration collective, mais pas que. On fait beaucoup de services en entreprise de manière générale. Donc les tickets restaurants et également le facility building, enfin le facility management. Donc je voudrais attirer votre attention sur deux points qui sont assez importants. Le premier, c'est qu'on a 100 millions de consommateurs chaque jour, donc c'est vraiment beaucoup, hein, c'est quelque chose qui est très important. Et surtout, notre business a été, on va dire, un peu chahuté par la crise du Covid et la manière dont les gens gèrent et utilisent les services d'entreprise. Donc c'est des gros volumes, mais en même temps, il faut qu'on arrive à prévoir et à savoir ce qui va se passer. Et le deuxième point qui est assez important aussi, c'est le 1,7 million de commerçants et affiliés et partenaires. Donc nous, on n'a pas qu'un seul porteur de produits, on est des gens qui revendent les produits des autres et qui les commercialisent. Et donc ça, c'est d'un point de vue data et d'un point de vue complexité de la data, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et complexes. Donc je parle maintenant de la Data Factory de Sodexo. Elle a été créée il y a 6 ans. Et elle est en phase de scale-up. Ça veut dire quoi en phase de scale-up? Ça veut dire qu'on a déjà, depuis maintenant 2 ans, des cas d'usage déployés. Donc on a des cas d'usage déployés avec des utilisateurs, mais on cherche à les rationaliser et à les déployer sur différents autres périmètres par rapport aux périmètres qui ont été initiés. Donc j'ai donné quelques grands cas de produits AI. Donc on a beaucoup de produits data, mais les produits qui utilisent l'intelligence artificielle, on en a 7 qui sont déployés à l'heure actuelle. Donc on a 3 produits qui font la prévision de fréquentation. Je vous ai dit qu'on a énormément de consommateurs, mais il faut pouvoir arriver pour gérer nos stocks et pour gérer notre demande, arriver à savoir qui va les utiliser et quand. C'est très très important pour nous. On a 3 cas d'usage là-dessus. Le deuxième cas d'usage, il est relié au deuxième chiffre que vous avez dit sur le fait qu'on a énormément de fournisseurs différents. Donc on a en fait un catalogue de produits qui est extrêmement vaste, extrêmement compliqué. On a besoin de le rationaliser pour arriver à le pricer, pour arriver aussi à savoir à gérer nos stocks. Et ça, on le fait avec de l'IA, principalement l'IA sur le texte. Donc je vous donne un exemple de problématique de nomenclature produit. C'est le couscous poulet, donc ce qui est plus proche d'un tagine ou d'un taboulé. C'est assez important pour nous pour savoir quelle est la part dont on a le moins, par exemple. Est-ce que c'est des plats principaux et des entrées. Voilà, donc c'est typiquement un cas d'usage qui est assez important. Ensuite, on a besoin un dernier type de cas d'usage sur lequel on travaille, ou de produit AI qu'on a réussi à développer, c'est l'analyse en fait du feedback des consommateurs et des clients. Comme on en a énormément, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a énormément de retours aussi sur l'utilisation de notre service via des apps principalement, mais pas que. Et donc résultat, on a aussi donc, des données qui sont à agréger, histoire de savoir et pouvoir piloter notre business d'un point de vue de manière plus optimale. Donc ça, encore une fois, c'est un cas d'usage principalement de NLP, et on a 2 qui ont été déployés là-dessus. Donc toutes ces choses-là, elles sont assurées, le déploiement, elles sont assurées par les AI Factory de Sodexo. Donc les AI Factory de Sodexo, c'est 70 collaborateurs sur 15 cas d'usage de data, donc 15 squads différents qui travaillent ensemble. Donc c'est beaucoup de monde.
On a donc parmi ces collaborateurs, tout le monde n'est pas implémentant, tout le monde ne produit pas forcément du code, hein, mais on a 40 collaborateurs qui sont au moins d'un point de vue technique. Donc c'est avec différents rôles, bien entendu, que vous retrouvez dans l'ensemble des organisations, des data ingénieurs, des data scientists, le SCO DevOps. On a aussi un certain nombre d'externes qui nécessitent de les intégrer correctement et de pouvoir les initier à nos pratiques et à nos standards. Voilà. Tout ça, ça génère 30 modèles qui sont actuellement en production, ou des métamodèles, ce qu'on appelle les métamodèles, parce qu'en fait, on peut générer des modèles jetables, on the fly, qu'on entraîne tous les jours sur nos données. Donc, ce n'est pas des modèles à maintenir, mais c'est des modèles qui s'apprennent, on va dire, au fil de l'eau. On a également aussi tous les standards nécessaires de développement et de mise en production avec 3 environnements différents à répliquer sur l'ensemble des cas d'usage. Donc c'est assez lourd, voilà, et c'est pour ça qu'on est obligé, pour pouvoir être bien sûr qu'on puisse arriver à maintenir tous ces modèles, c'est cela de créer une charte de MLOps qui nous permette de les suivre. Les chartes de MLOps, c'est les chartes de standardisation, donc le problème c'est que nos modèles doivent être maintenables par tous nos collaborateurs, donc Ahmed va vous en parler de l'ensemble de la surcouche qu'on a mis sur nos capacités pour pouvoir s'assurer qu'on a des choses qui soient uniformes, des standards de livraison qui soient assurés, et également des codes qui soient indépendants de l'infrastructure déployée, parce qu'on est sur Azure, mais on a également d'autres, comme Databricks, d'autres on va dire, infra qui nous aident à déployer nos modèles et à les faire tourner. Et donc il faut que ça soit le plus indépendant possible pour qu'on puisse le déployer à peu près partout. Voilà, donc ça c'est notre charte de MLOps. Et on a également aussi un problème d'évolution à l'heure actuelle, à partir du moment où on est en scale-up, c'est qu'un modèle qui a été fait pour un environnement n'est pas forcément valable pour un nouvel environnement. Donc ça, il faut que ça soit le plus souple possible. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'autres... on est obligé de packager suffisamment nos modèles et également de les exposer de manière suffisamment indépendante pour qu'on puisse changer un modèle sans avoir à changer tout le cas d'usage. Voilà. Donc je vais passer d'abord la parole à Ahmed, qui va vous expliquer comment est-ce qu'on a créé une surcouche sur notre ensemble de capacités qui nous permettent d'uniformiser, de standardiser nos développements et nos déploiements. Bonjour à tous. Bonjour, alors moi c'est Ahmed Ki et je suis AI/ML Cloud architecte à Sodexo et je vais vous parler de l'AI Platform. Donc l'AI Platform c'est justement cette couche d'infrastructure, cette sous-couche qu'on a construite là, voilà. Sur l'AI Platform, ça va être cette couche qu'on a construite en fait en interne à Sodexo pour permettre de supporter le développement de tous les use cases, donc les use cases dont vous avez parlé Vincent, les use cases d'AI, de ML, d'analytics. Et en fait, c'est une surcouche qui a été développée qui permet de s'appuyer sur les briques d'infrastructure, donc Azure Machine Learning Service et Databricks notamment, et permettre d'accélérer et standardiser la manière dont ces use cases sont développés. Et qu'est-ce que ça contient l'AI Platform? Ça contient plusieurs composants. On va avoir 5 principaux types de composants dont je vais parler ici. D'abord, on a des patterns d'infrastructure. Donc ici, il s'agit simplement de templates d'architecture qui ont été construits qui standardisent la manière dont les use cases utilisent principalement Azure Machine Learning Service et Databricks. Donc c'est les deux principaux socles d'exécution sur lesquels les use cases s'exécutent. Et ça a été standardisé dans des patterns de sorte à ce que ce soit validé et compliant d'un point de vue sécurité, cloud, et de sorte à ce que ce soit validé par l'IT aussi de Sodexo. On a également à l'intérieur de l'AI Platform un deuxième composant qui est très important, c'est les code templates. Vous savez bien, lorsqu'on démarre un nouveau projet de zéro, il y a beaucoup de choses à initialiser. Il faut s'assurer que le repository suit une certaine structure, que la structure du repo est compliante avec certains standards de coding de manière générale. Et donc, la solution qui a été trouvée à Sodexo, dans la Data Factory pour gérer ça, c'est de construire un template de repos qui est utilisé pour être instancié à chaque fois qu'on a besoin de démarrer un nouveau use case. Donc, via ça, déjà, on accélère le démarrage d'un nouveau use case. Mais surtout, encore plus important, on garantit que tous les use cases sont quelque part, suivent un certain format commun et le temps de passage d'un use case à un autre est plus facile, les reviews sont plus accélérées parce qu'on est sur un modèle commun en quelque sorte. Et à l'intérieur de l'AI Platform, on a aussi également des outils de développement. Quand on est sur un use case, qu'on est amené à effectuer des opérations classiques du style
déployer le code sur l'environnement d'exécution, refactorer son code. Ce sont des opérations assez classiques qui reviennent d'un use case à un autre. Et ce qu'on veut, c'est éviter que les développeurs d'un use case passent leur temps à réimplémenter ce qui a déjà été fait par d'autres personnes et aller plus vite en mode scalabilité. Et c'est pour cela que ces outils-là ont été implémentés dans les plateformes et packagés et mis à disposition de manière très simple pour que ça puisse être réutilisé d'un use case à un autre. On va voir des exemples de toute façon plus tard. On a également des modules réutilisables, ça c'est très important parce que également dans la même logique de la réutilisation en fait, on a parfois des fonctionnalités comme par exemple le login tout simplement, ça peut sembler bête, mais le fait de loguer les traces du use case, s'assurer qu'on collecte les métriques et tout ça de manière centralisée dans un endroit requêtable facilement pour pouvoir faire du monitoring, pour pouvoir faire de l'investigation, pour pouvoir faire du troubleshooting. Tout ça, c'est des choses qui ont été implémentées en tant que module à l'intérieur de l'AI Platform et qui sont réutilisées via simplement des simples imports du module en fait, et que ce sont des choses qui ne soient pas réimplémentées dans le use case, parce que dès que le use case démarre et qu'il s'appuie sur l'AI Platform, il bénéficie directement de cette couche. Et enfin, on a un self-service portal, parce que tout ça, en fait, ça va être maintenu et ça doit être, on doit aussi onboarder, on doit permettre aux nouveaux arrivants de prendre connaissance de tous ces outils-là. Donc on a un self-service portal, c'est simplement une web app ALP qui est mise à disposition des utilisateurs, donc des différents collaborateurs dont parlait Vincent, qui interviennent sur les use cases, afin qu'ils simplement prennent connaissance de l'AI Platform, de la documentation, de pouvoir recevoir en quelque sorte des trainings, des petites vidéos explicatives, pour permettre également non seulement de permettre aux use cases, aux personnes qui travaillent sur les use cases de prendre connaissance de l'AI Platform, mais de leur permettre aussi de partager leur documentation via la web app, de sorte à permettre une certaine collaboration au sein des différentes équipes. Donc voilà, maintenant je vais passer sur cette slide pour vous montrer en quelque sorte une archi globale, parce que la première était un peu conceptuelle, je t'avoue. Là, on va essayer de le formaliser un peu plus concrètement en termes de composants. Là, je vais parler principalement de 3 outils qui ont été développés au sein de l'AI Platform. Donc il s'agit du cookie cutter, de la CLI et du SDK. Et pour le présenter, j'aimerais partir sur cette slide un peu sous forme de couche en fait. On voit ici une couche projet, une couche plateforme et une couche infra. Donc commençons déjà par la couche infra. Donc on retrouve les deux principales briques d'exécution dont je mentionnais avant, donc Azure Machine Learning Service et Database, sur lesquels s'exécutent les use cases. Et en fait, au-dessus de puisque ces outils-là, que ce soit Azure Machine Learning ou Database, pour développer un use case, un projet sur ces plateformes, il faut quelque part aussi intégrer les SDK de ces plateformes, notamment celui de Azure Machine Learning, pour pouvoir interagir, créer un environnement de compute, soumettre un expériment, soumettre un pipeline. Il y a une certaine logique propre à MLS qu'il faut intégrer dans le code. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. On veut faire de sorte que le code des use cases reste indépendant de la plateforme d'exécution. Donc c'est pour cela qu'on a construit cette SDK, cette AIP SDK, qui est une couche d'abstraction qui permet d'offrir des fonctions natives. Et ces fonctions contiennent le code et la logique nécessaire pour interagir avec aussi bien Azure Machine Learning que Database, pour soumettre un code, pour exécuter un code, et de sorte à ce que les use cases aient seulement à être interfacés avec cette SDK-là, et qu'il n'y ait pas de code spécifique plateforme d'infrastructure en quelque sorte. Donc cette SDK joue vraiment ce rôle de couche d'abstraction, permettant d'interagir avec toute la couche d'infra de manière simple pour l'utilisateur final et que l'utilisateur n'ait pas à connaître les subtilités d'une plateforme à une autre. Et étant donné que les fonctions du SDK, ce sont des fonctions Python, hein, donc pour pouvoir y accéder, il faut importer le module et exécuter la fonction Python. On avait aussi également le besoin de rendre ces fonctions-là accessibles de manière plus facile pour l'utilisateur qui les utilise en fait. Donc, de sorte à ce qu'un utilisateur, depuis son terminal, dans son projet, il ait juste à accéder à ces fonctions-là d'une manière beaucoup plus évidente que de simplement ouvrir un fichier Python, importer, coder et lancer le code. Et c'est là où on a implémenté la AIP CLI, qui est simplement un moyen d'accéder aux fonctions de la SDK via simplement un ensemble de lignes de commande. C'est simplement une command line interface, donc c'est une interface de lignes de commande qui permet d'accéder aux fonctions de la SDK pour, par exemple, soumettre un job dans Database ou exécuter un job, déployer un job dans Azure Machine Learning. Donc rien qu'avec la CLI et le SDK par conséquent, parce que la CLI s'appuie sur le SDK, on peut facilement interagir avec ces plateformes d'infrastructure-là de manière indépendante au sein du use case.
Et enfin, on a la project layer ici, et dans cette project layer, comme on l'a vu au début, c'est l'endroit où le use case va pouvoir développer son code. C'est là où ils vont, quelque part, écrire la logique fonctionnelle, ce que fait le code, la partie AI et tout ce qu'il y a au-dessus. Et histoire de pouvoir standardiser aussi la manière dont ce code est organisé d'un use case à un autre, on a mis en place le AIP Cookie Cutter, qui s'appuie sur l'outil Cookie Cutter que certains d'entre vous connaissent probablement, et qui permet de définir un template de la structure d'un code, d'un repository en fait, qui va être commun à tous les use cases de la Data Factory et qui pourrait être utilisé pour instancier un nouveau repo à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, un nouveau use case qui apparaît. Donc ça contient la structure du code, de la configuration des pipelines de CI/CD, des tests, des scripts nécessaires pour installer des dépendances. Tout ce qu'il y a est déjà pré-packagé et quand on démarre un nouveau repo, il y a juste un clic à faire pour générer une structure et commencer à itérer dessus pour développer et au fur et à mesure utiliser les fonctions de la CLI et du SDK. Voilà pour en termes d'architecture. Et là, sur cette slide, je vais juste montrer un exemple d'utilisation pratique en fait, hein, sur un use case considérant fictif. Disons qu'on a un nouveau besoin qui arrive, ou on a besoin de démarrer un nouveau use case pour un besoin AI, ML, peu importe. Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on part du cookie cutter pour instancier la structure de ce nouveau repo-là, comme ce que je viens d'expliquer. Donc là, on génère un nouveau repo depuis le cookie cutter qui a déjà un certain nombre de configurations préétablies. Et dans ce repo, on va avoir plusieurs choses, dont notamment la configuration. Donc, on voit ici des fichiers JSON relatifs à l'environnement là où doit se exécuter le code, relatifs à la manière dont les pipelines doivent être déployés, ainsi de suite. On retrouve le code source, donc les fichiers Python en eux-mêmes. Et on retrouve quelques métafichiers, les dépendances, les readme, enfin tout ce qui concerne le formatting du repo de sorte à ce que ce soit sous le standard. Et donc ça, c'est le projet, le repo depuis lequel les data ingénieurs et les data scientists du use case vont itérer pour, au fur et à mesure, développer la logique fonctionnelle de leur use case. Et après, ils vont, au fur et à mesure de leur développement, commencer à utiliser certaines commandes de la CLI. Alors, dans la CLI, on a plusieurs dizaines de commandes. J'en ai mis quelques-unes ici. Donc, par exemple, la première, ML Pipeline Publish. C'est une commande en 4 mots, mots-clés. Quand elle est écrite, elle permet de récupérer le code, la config, les métafichiers, package tout ça, se connecte à MLS, déploie, publie le pipeline et retourne un code d'erreur ou succès selon si la publication a marché ou pas. Et donc, en utilisant cette commande, tout le process nécessaire pour déployer dans AMLS devient évident, se résume dans cette commande, et dès qu'on l'exécute, en quelques minutes après, on a le code qui est publié. Et cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, qu'est-ce qu'on vient de voir? Elle passe par la SDK pour interagir avec la couche d'infrastructure, ici dans notre cas, Azure Machine Learning Service, et publier le pipeline. Pareil, on a par exemple la commande AIP Daily Job Deploy qui fait la même chose sur Database. On a certaines commandes comme par exemple AIP Core Code Check qui n'interagit pas forcément avec une couche d'infrastructure parce qu'elle se contente simplement de vérifier le code pour s'assurer que certaines règles de coding ont bien été respectées, s'assurer par exemple qu'il suit certains standards, ce genre de choses. Ça a été packagé dans cette commande pour s'assurer aussi que les use cases sont capables de refactorer leur code de manière automatique. Je vais juste parler de cette commande pour faire le lien avec la suite. On a également une commande qui est AIP ML2 Endpoint Deploy qui permet également, comme le nom l'indique, de déployer un endpoint et qui interagit avec Azure Machine Learning. La nuance, c'est que simplement, elle utilise la SDK V2 de Azure Machine Learning pour pouvoir interagir avec, parce que simplement, on a des fonctionnalités qui manquaient dans la V1. Et donc, on va avoir ici certaines commandes qui utilisent une version du SDK natif de AMLS et d'autres commandes qui utilisent une autre. Et cette commande permet de déployer un endpoint, ça va être justement la suite. Donc, je vais laisser la parole à Ali pour vous expliquer ce concept d'endpoint et comment est-ce qu'on arrive à le déployer au sein de la CLI. Merci beaucoup, Ahmed. Donc maintenant, on va parler plus précisément du déploiement des modèles avec les technologies Azure Machine Learning. Et donc, comme on vient de dire, Microsoft, dans la version 2 d'AMLS, a libéré un ensemble d'interfaces qui nous permettent de mettre en ligne nos modèles de machine learning d'une manière assez simple et assez intuitive, et qui nous libère aussi dans une bonne partie de la gestion de la couche infrastructure et de sécurité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le process pour déployer un modèle de machine learning est devenu plus ou moins standard la plupart du temps. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a entraîné et validé notre modèle, on a intérêt à le sauvegarder quelque part avec un ID, une version et potentiellement des tags associés. Donc ces modèles-là, ils peuvent être accompagnés aussi avec d'autres artefacts,
tels que les codes, par exemple, pour pouvoir l'utiliser. Il faut définir également l'environnement pour pouvoir interpréter le modèle de machine learning. Donc, pas uniquement les dépendances Python, mais aussi les dépendances système. Donc, aujourd'hui, l'approche la plus courante, c'est vraiment de s'appuyer sur les technologies Docker qui vont nous permettre de générer une image par la suite pour pouvoir instancier des conteneurs. Et de la même manière comme le modèle, on peut sauvegarder ces images-là et les versionner. Donc par la suite, une fois qu'on aura tous ces composants-là, on va pouvoir s'appuyer sur les technologies web et la virtualisation des machines pour pouvoir mettre en ligne notre modèle. Et quand je parle des interfaces qui ont été libérées dans la V2 d'AMLS, donc je parle qu'ils sont exposés à l'utilisateur un ensemble de classes à travers lesquelles on peut instancier des objets qui par la suite vont constituer notre déploiement. Le premier type d'objet, c'est bien sûr l'objet modèle, qui est la sortie de nos arbres d'apprentissage. Donc, idéalement sur un format sérialisé et standardisé. Donc, il existe des formats tels que le format ONNX, qui nous permet en fait d'accéder à des capacités accélérées en runtime pour une inférence ultra rapide. Donc, il faut également définir le code qui va nous permettre d'utiliser notre modèle de machine learning. Dans AMLS, le point d'entrée pour le déploiement des modèles, c'est le fichier de scoring. Donc, c'est un script Python avec une structure qui est vraiment très simple, avec une fonction init qui va permettre de charger le modèle et une fonction run qui va prendre les inputs, aller faire les prédictions et renvoyer ou stocker les résultats. Donc, vu que c'est un fichier avec une structure qui est vraiment très simple, donc ça doit être généré de manière automatique idéalement. D'ailleurs, c'est ce que ça fait la suite AutoML de Microsoft, dont on va parler un peu plus tard dans la présentation. Et finalement, il faut définir un objet de type environnement. Donc au départ, il faut donner une image Docker. Donc ça peut être une image custom, mais on peut utiliser également les environnements organisés ou les images curated qui sont disponibles à travers Azure. Et puis, en top de cette image Docker, on peut rajouter des dépendances Python à travers un fichier compte. Donc, vous voyez, ça fait vraiment du sens de mettre ces trois composants ensemble, c'est-à-dire le modèle, les codes pour l'opérer et l'environnement. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Sodexo. On va packager tout ça et on va le coucher dans le modèle registry. Donc, maintenant, je vais vous parler de 2 autres interfaces qui complètent les précédentes, mais il s'agit plutôt sur la couche infrastructure. Donc, d'une part, il y a les objets de type endpoint, ou point de terminaison. Donc, ce sont des interfaces qui vont nous permettre de générer un schéma HTTPS stable à travers lequel les clients vont pouvoir requêter nos modèles. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir envoyer la donnée pour pouvoir lancer les services d'inférence et par la suite recevoir les résultats. Alors, ces objets-là de type point de terminaison, ils peuvent héberger un ou plusieurs objets de type déploiement. Donc, les objets de type déploiement vont nous permettre, dans un premier temps, de pouvoir déterminer les caractéristiques de la machine sur laquelle on veut tourner les services d'inférence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de machines avec un GPU, avec un CPU, on peut rajouter d'autres options telles que les timeouts, etc. Donc, on va également rajouter sur cet objet-là les contraintes et les critères pour pouvoir scaler les services. Et puis, on va également associer chaque déploiement à un point de terminaison. Et donc, on va passer également aux objets de type déploiement, les 3 composants dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le modèle, l'environnement et les codes. Et donc, juste pour résumer un peu toute cette histoire-là, c'est-à-dire, d'abord, on va instancier un objet de type endpoint. Donc, par la suite, le déploiement, il va essayer d'instancier des machines avec les capacités dont on a déjà définies. Il va essayer de déployer l'environnement et par la suite, il va essayer de charger le modèle de machine learning à travers les codes qu'on a déjà fournis. Donc, une fois que toutes ces étapes-là seront accomplies, donc on aura un point de terminaison managé et on pourra faire un service en ligne en temps réel. Donc, grosso modo, ce qu'on pourra faire, c'est envoyer des requêtes à notre endpoint avec la donnée sous format JSON. Et puis, dans le cas où on a des déploiements multiples, donc la requête sera dirigée suivant une certaine probabilité vers le déploiement bleu ou le déploiement vert. Dans cet exemple-là, le déploiement bleu, il a une probabilité associée de 0.90, tandis que le vert, il a une probabilité de
.10. Et donc une fonctionnalité qui est vraiment très sympa de cette technologie, c'est qu'on peut faire le déploiement en local sur votre machine. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tester déjà l'environnement et les codes pour opérer le modèle et le modèle en soi en local. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a un souci qui se passe lors du déploiement, on va savoir qu'il s'agit vraiment de la couche infrastructure et pas vraiment de ces trois composants dont on vient de parler. Donc, on a pas mal d'options aussi au niveau de scalabilité. Donc, déjà, on a la main sur les mines et les max du nombre d'instances sur lesquelles on veut tourner le service. Mais on a aussi la main sur pas mal de critères pour déterminer quand est-ce qu'on souhaite scaler notre service, quand est-ce qu'on souhaite instancier une nouvelle machine. Donc, on peut utiliser des critères tels que l'utilisation du GPU, l'utilisation des CPU, l'utilisation de la mémoire vive, etc. Donc, il y a pas mal d'options là-dessus. Et finalement, on va pouvoir également se brancher sur toute la machinerie de monitoring des endpoints de Microsoft, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver des métriques telles que la latence, le nombre de requêtes, etc. Et donc finalement, on arrive au moment de montrer un exemple un peu en concret. Donc on utilise cette technologie-là pour la ZNLP. Donc c'est une asset qui a pour but vraiment faire l'analyse du feedback client et des consommateurs. Donc on se focalise principalement sur deux tâches, donc la classification des topics et l'analyse des sentiments. Donc au niveau des frameworks, on utilise Azure.ai.automl, principalement sur la partie NLP. Donc derrière, ce qu'ils utilisent, c'est des modèles Hugging Face avec une approche qui est le modèle SWIFT qui va nous permettre en fait d'utiliser différents embeddings. Et au niveau des interfaces, donc on a construit une interface programmatique. Et d'ailleurs, on s'appuie, comme Ahmed il a présenté déjà, sur l'AIP. Donc tous les cas d'usage sur tous nos produits chez Sodexo s'appuient sur cette plateforme-là pour pouvoir accéder justement aux fonctionnalités de déploiement d'Azure Machine Learning. C'est-à-dire qu'on va fournir à l'AIP tous les composants dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les objets de type endpoint, les déploiements, les modèles, l'environnement pour interpréter les modèles et les codes pour l'opérer. Donc au niveau d'interface, d'abord on a exposé à l'utilisateur un factory, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple, je souhaite un modèle pour la classification des topics avec modèle sweep. Donc cette factory-là, vous le savez, il va nous envoyer un objet en question à travers lequel on aura accès aux autres interfaces. Donc l'interface FIT, qui est une interface dans le sens entraînement traditionnel, c'est-à-dire qu'on va recevoir les données d'entraînement. On va entraîner notre modèle et on va le sauvegarder dans le modèle registry d'Azure Machine Learning. Donc par la suite, on peut accéder à la prochaine interface qui est l'interface Deploy, qui va nous permettre en fait de mettre en ligne notre modèle. Donc on a déjà parlé qu'il existe la possibilité de générer un service en temps réel. On a déjà dit aussi qu'on peut faire ce déploiement local. Mais il y a également un troisième mode de déploiement qui est le mode batch, qui cible plutôt les données massives et qui nous permet en fait de distribuer l'inférence parmi plusieurs nodes de calcul. Et donc finalement, on va exposer aussi à l'utilisateur la méthode predict. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un modèle chargé en mémoire qui va exécuter les prédictions, mais ça va être plutôt une invocation vers les points de terminaison, c'est-à-dire vers les endpoints. Donc à droite, juste au niveau des inputs et outputs des services, mais ça va être beaucoup plus clair au niveau de la démo. Donc c'est peut-être un peu trop petit, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne pense pas. Je clique. Ah voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est la CLI de AIP, ML2, qui va être lancée. Et puis à partir du fichier de config, comme Ahmed nous a décrit, donc là on va fournir quelques éléments comme la version de modèle, le nom de modèle, et puis aussi les fichiers de dépendance qu'on a, et également les fichiers de scoring à travers lesquels on va opérer notre modèle de machine learning. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va lancer cette commande-là avec cette config-là, donc l'AIP va agir sur la couche infrastructure, va déployer notre modèle de machine learning. Donc là, ça tourne encore. Et là, par la suite, on va voir également qu'il existe. Je dois cliquer encore.
Ça arrive? Yes. Donc là, il y a des choses qui sont sympas. Donc là, on peut voir un peu les détails de notre déploiement. Et là, on peut les tester sur la volée. Donc là, il y a une petite interface test qui nous permet de tester des choses. Et puis là, ils fournissent également quelques snippets de code en plusieurs langages pour qu'on puisse requêter certaines choses. Et donc voilà de mon côté pour la partie déploiement. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Vincent. Une petite conclusion rapide. Hein. Donc, vous avez compris, on utilise Azure. Hein. On est très content des services d'Azure de manière générale, et Databricks aussi. Mais nous, on pense chez Sodexo qu'on a besoin d'une surcouche par-dessus qui nous permet de standardiser les commandes. Donc, des commandes simples en une seule ligne. Voilà, qui nous permet de déployer nos modèles assez simplement. Donc on est content de la V2 d'Azure qui nous permet de déployer des endpoints. Mais on a quand même une équipe MLOps et une équipe de développement qui développe cette plateforme de déploiement. Alors effectivement, cette équipe-là, donc elle travaille, elle est vraiment super. Donc, il faut comment en avoir une, il faut avoir suffisamment gros pour pouvoir avoir une équipe dédiée pour ça. Voilà, donc effectivement, ils travaillent très vite, mais ils ont quand même un certain temps d'implémentation pour une nouvelle feature. Donc ça, c'est les inconvénients. Les gros avantages, c'est qu'à partir du moment où vous êtes assez gros, vous avez plusieurs 15 cas d'usage qui sont déployés, et bien vous avez une standardisation, ou bien vous pouvez imposer une méthode de déploiement. C'est très important que tout le monde déploie de la même manière, les endpoints, exactement comme on l'a montré, même si ce n'est pas forcément la méthode de déploiement la plus facile. Et d'autre part, vous avez aussi des standards qui sont respectés, voilà, par l'ensemble des cas d'usage et tous vos collaborateurs. C'est important, très important pour assurer la vie du modèle. Et c'est tout. Déjà. Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? Non. Oui. On t'entend. Par rapport au rapport là, que vous avez créé pour interfacer la SDK qui est en dessous de l'environnement et celle de la aussi, j'ai bien compris. Oui. Est-ce que, surtout que quand j'allais poser la question dans tous les cas, mais maintenant vous mentionnez dans les inconvénients, dans la vitesse par laquelle ces SDK changent, et aussi peut-être le passage d'une ancienne version vers la nouvelle d'Azure, ça ne crée pas beaucoup plus de peine que de juste utiliser directement les commandes qui sont dédiées dès le départ. Je vais laisser Ahmed répondre. Je pense que c'est une très très bonne question. Effectivement, c'est un élément très important sur lequel on travaille actuellement parce que quand on regarde par exemple, je prends un exemple parce qu'on a eu à travailler dessus sur ce print justement. Sur Databricks, la manière dont, quand on appelle la REST API de Databricks par exemple pour soumettre le déploiement d'un job, il y a tout un JSON à fournir qui contient beaucoup de champs. Par exemple, est-ce qu'on souhaite mettre en place un scheduling du job de sorte à ce qu'il tourne tous les jours à telle heure avec une sorte de cron syntaxe. Hein. Il y a ça à fournir. Donc, et ça change effectivement côté Database. Il y a une nouvelle version à chaque fois. Et ce qui est mis en place justement, c'est que le JSON qui est wrappé par API soit rétro-compatible avec ça. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau champ qui est mis à disposition par Databricks, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de créer une nouvelle version du SDK pour le supporter, parce qu'en fait, on récupère le format du JSON qui est attendu par Databricks et on y ajoute des choses. Mais s'il y a des choses qui sont demandées par Databricks et que l'utilisateur est au courant, il peut juste aller dans son JSON, le rajouter. Ça va juste être transparent pour les API, on va juste récupérer le même JSON et on va le transmettre à Databricks, mais en appelant l'API de la manière la plus standardisée possible. Donc il y a certes certains changements qui nécessitent des mises à jour, donc des nouvelles versions du SDK, mais il y a un certain nombre de changements pour lesquels c'est transparent et ça nous permet de ne pas nécessairement créer de nouvelles versions à chaque fois qu'un nouveau champ est ajouté, par exemple, par l'éditeur. Ça fait combien de temps qu'elle est en production, que les gens utilisent la SDK, cette couche-là que vous avez fait? Alors, ça fait une bonne question, depuis 2 ans et demi, 3 ans. Et effectivement, ils utilisent tout ça en passant par la CLI et éventuellement d'autres nouveaux composants qui pourraient interagir avec les. Oui, moi j'avais une question plus globale, c'est pourquoi Azure? Ça c'était avant Pierre, donc j'ai un peu du mal à répondre avec ça.
Azure, c'est le fournisseur de services historique chez Sodexo, voilà, qui nous a beaucoup accompagnés d'ailleurs, on peut les remercier, et donc il y a un service client et un service d'accompagnement qui me paraît ne pas justifier de changer. Oui, question au fond. Juste sur la... On a pas parlé de tout ce qui est DevOps. Je sais pas si vous utilisez l'Azure DevOps pour automatiser le pipeline. Parce que là, on a vu l'exemple en ligne de commande. Mais est-ce que vous utilisez DevOps justement Oui, bien sûr, toute la couche DevOps est organisée avec Azure DevOps. Voilà, et l'ensemble de ces commandes et de ces expériments, elles sont lancées directement avec la CI/CD d'Azure DevOps. On a une méthode de développement voilà, en local, comme voilà, on envoie des expériments en local, mais on utilise également toute la couche de DevOps d'Azure DevOps, et qui est parfaitement intégrée. Comme AIP c'est un package, en fait, il est directement installé au niveau d'Azure DevOps. Vous avez des pipelines que vous pointez dans le package aussi, dans le backlog avec la SDK et la CLI et plus les pipelines de base que les gens font. Alors c'est une bonne question. Donc, nous on utilise un peu moins les pipelines Azure DevOps en tant que tel, on utilise vraiment les pipelines AMLS, voilà, parce que c'est comme ça la manière dont on suit l'exécution de nos tâches. Et donc nous on va directement voir au niveau des pipelines AMLS l'exécution et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de différence formelle dans le suivi des tâches entre un pipeline lancé par Azure DevOps et un pipeline lancé en local. Oui. Est-ce que vous pensez Ce sera la dernière. Est-ce que vous pensez open source et SDK? Alors on y pense, mais je pense qu'on n'aura pas loin. Très franc. Oui. Avec les modèles éphémères qui poussent les jeunes retenus, il y a à peu près une trentaine de modèles chez Sodexo, donc certains qui sont entraînés pour la journée. Oui. Et il y a aussi du A/B testing qui est fait sur les modèles, certains vont être recrutés 90% du temps, d'autres 10% du temps. Oui. Je me disais, ça apporte beaucoup de challenge pour la mesure de l'accuracy en production. Et je me demandais qu'est-ce qui avait été mis en place pour pouvoir suivre ça. C'est une bonne question de développement dans le futur. Donc à l'heure actuelle, effectivement, donc, on peut orienter un modèle vers un. Mais on est encore en phase d'adoption, donc on n'utilise pas ça en termes d'A/B testing pur à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a des indicateurs de performance qui nous disent est-ce qu'un modèle est meilleur ou pas. Voilà, et ces indicateurs-là qui nous disent si on doit faire une nouvelle version ou pas. Mais un peu moins le retour utilisateur. Et ça, c'est sur des datasets statiques Qui s'appelle statique. Sur de la donnée dans des datasets, on n'est pas en rapport avec ce que les utilisateurs demandent sur les modèles. Donc, on collecte, on commence à collecter les feedbacks utilisateurs directement au niveau des modèles. Ok. Sur le modèle visuel.